34 coups par seconde. Pas par minute, par seconde. Pendant que les ingénieurs allemands et britanniques rêvaient encore de franchir la barre des 1000 coups par minute, l'Union soviétique faisait déjà voler une arme d'une autre génération. Une mitrailleuse conçue de zéro pour l'aviation, pour ses vitesses et ses exigences impitoyables. Et pourtant, pendant des décennies, on l'a appelée capricieuse, peu fiable, bonne à gripper après la première longue rafale. D'où vient ce mythe et pourquoi a-t-il survécu si longtemps à la réalité des faits? Nous sommes en 1930. L'aviation soviétique traverse une période de transformation douloureuse. Les avions gagnent en vitesse d'année en année. Les chasseurs dépassent les 300 km/h et continuent d'accélérer. Mais leur armement, lui, n'a pas bougé. Ce sont encore des mitrailleuses d'infanterie reconverties, conçues pour une autre guerre, un autre rythme, une autre cible. Le problème central n'est pas le calibre ni le poids. Le problème, c'est le temps. Quand deux chasseurs se croisent à plus de 300 km/h, le pilote dispose d'une demi-seconde de tir précis, pas plus. En une demi-seconde, une mitrailleuse d'infanterie cadencée à 500 coups par minute lâche à peine 4 ou 5 cartouches. C'est catastrophiquement insuffisant pour neutraliser un adversaire. Les avions deviennent plus solides, mieux blindés, équipés de réservoirs auto-obturants et de dossiers de siège renforcés. 5 cartouches contre ce blindage ne règlent absolument rien. Le commandement soviétique le sait, les ingénieurs le savent. Au début des années 30, dans plusieurs pays du monde, on cherche simultanément la même réponse. Comment faire tirer une mitrailleuse aérienne plus vite? Les Français empruntent leur propre chemin. La mitrailleuse Darne de 1931 annonce 1100 à 1200 coups par minute, ce qui pour l'époque sonne déjà imposant. Les Allemands, à l'abri des regards via des sociétés écrans suisses, peaufinent en secret ce qui deviendra la mitrailleuse 16, version aérienne de leur mitrailleuse universelle. Les Britanniques et les Américains travaillent sur la base du système Browning, allégeant les culasses et renforçant les ressorts dans l'espoir d'augmenter la cadence sans refonte totale du mécanisme. La voie soviétique sera la plus radicale de toutes. En 1930, un jeune ingénieur nommé Boris Gavrilovitch Shpitalny se met au travail sur une mitrailleuse entièrement nouvelle. Shpitalny a à peine 28 ans. Derrière lui, l'Institut des mécaniciens de Moscou, un passage à l'atelier de conception de la manufacture d'armes de Toula, un esprit acéré et une absence totale de révérence pour les schémas établis. Un second ingénieur, Irina Andreevitch Komaritsky, plus expérimenté et méthodique, prend une part active à la mise au point de la construction. À eux deux, ils forment un tandem étrange mais redoutablement productif. La commande qu'on leur passe ressemble presque à une provocation. Concevoir une mitrailleuse aérienne pour la cartouche réglementaire de 7,62 mm avec une cadence de tir d'au moins 1800 coups par minute. Pour comparaison, les meilleurs modèles du moment atteignent péniblement les 1000 coups. Les militaires soviétiques en veulent presque le double. Toutes les pistes classiques pour atteindre une telle cadence butent sur le même mur. On peut alléger la culasse, mais elle devient alors peu fiable et commence à arracher les étuis. On peut augmenter la pression des gaz, mais le mécanisme se détruit alors lui-même en quelques centaines de coups. On peut accélérer les ressorts, mais à cette vitesse, la cartouche n'a plus le temps d'être correctement chambrée et se déforme avant même le tir. Shpitalny et Komaritsky trouvent une autre issue. Plutôt que d'accélérer chaque opération d'alimentation séparément, ils découpent l'ensemble du cycle en phases successives. La cartouche n'est pas arrachée de la bande d'un seul coup brusque et n'est pas envoyée dans la chambre en un seul mouvement. Elle passe par des positions intermédiaires, chacune occupant un temps minimal et exigeant un effort minimal. Cela permet de conserver une vitesse modérée pour chaque mouvement isolé, tout en atteignant une cadence globale fantastique. La mitrailleuse Darne française utilise une logique similaire, mais les ingénieurs soviétiques poussent cette idée à un niveau qualitativement supérieur. Il faut en parallèle retravailler la cartouche elle-même. La cartouche réglementaire de 1891 possède un bourrelet, un rebord saillant à la base de l'étui. Pour une arme d'infanterie, ce n'est pas un problème. Pour une mitrailleuse à 1800 coups par minute, c'est une catastrophe. Les bourrelets s'accrochent les uns aux autres dans la bande, provoquent des fausses alimentations et des incidents. Pour la nouvelle arme, on développe une cartouche aéronautique spéciale,
avec des parois d'étui renforcées et une amorce solidement fixée, afin que, à cette cadence effrénée, la cartouche ne se décompose pas d'elle-même dans la bande. C'est un projet technique à part entière, et il devient une pièce essentielle de la solution globale. En 1932, la conception est achevée, les essais sont concluants, et le 11 octobre 1932, la mitrailleuse est officiellement adoptée sous le nom de Szpitalny-Komarycki Aviation Rapide, soit en abrégé CHA-KAS, orthographié en russe comme 4 lettres, CHA-KAS. Le nom n'est pas une simple référence, c'est un programme. Rapide, c'est précisément ce mot qui prime sur toutes les autres caractéristiques. Lors des premiers essais sérieux qui suivent l'adoption, la mitrailleuse se comporte de façon imprévisible. Le mécanisme d'alimentation, ce même système à phases successives censé tout résoudre, produit des incidents à certains angles d'installation de l'arme. La bande se tord, la cartouche se coince en position intermédiaire. La cadence chute précisément au moment où on l'attend le moins. La commission constate les incidents, rédige ses procès-verbaux et dans l'air flotte déjà très nettement l'odeur d'un projet enterré. Szpitalny ne cherche pas à défendre la conception, il la refait. Et il la refait vite, sans les longues procédures bureaucratiques qui, dans le système soviétique des années 30, engloutissaient parfois des mois entiers. Il vit littéralement à l'usine, affinant chaque nœud du mécanisme d'alimentation jusqu'à ce que les incidents cessent de se reproduire. L'angle d'alimentation de la cartouche est modifié. La géométrie des positions intermédiaires est corrigée. La bande reçoit des maillons modifiés qui retiennent la cartouche plus fermement et la relâchent de façon plus prévisible. Le second cycle d'essai se déroule de manière radicalement différente. La mitrailleuse délivre une cadence stable de 1800 coups par minute, non pas un pic ponctuel, mais un résultat constant sur l'ensemble du cycle d'essai. La commission exige qu'on recommence. On recommence. Le résultat se reproduit. On exige alors des essais dans des conditions variées, par le froid, après échauffement, avec le mécanisme encrassé. La mitrailleuse réussit ses épreuves également. En juin 1932, Szpitalny et Komarycki présentent personnellement la mitrailleuse au commissaire du peuple à la défense, Kliment Voroshilov. Le tir s'ouvre sur son ordre, et selon les témoins présents, la détonation se fond en un grondement continu et ininterrompu. Les mécanismes fonctionnent sans accroc. Voroshilov félicite les concepteurs, et le 11 octobre 1932, la mitrailleuse est officiellement versée à l'inventaire des forces aériennes soviétiques sous son nom réglementaire. Lorsque les premières caisses de mitrailleuses soviétiques débarquent en Espagne à l'automne 1936, personne dans le camp républicain ne sait encore très bien ce qu'elles valent au combat. Les techniciens soviétiques qui les accompagnent savent, eux, qu'elles n'ont jamais tiré une seule balle en situation réelle de guerre. L'Espagne va être le banc d'essai grandeur nature, brutal, sans appel et sans possibilité de réécrire les protocoles après coup. Le chasseur I-16, petit, trapu, avec son nez caractéristiquement court, embarque jusqu'à 4 mitrailleuses CHA-KAS dans ses ailes selon les versions, et dans certaines configurations, 2 supplémentaires en position synchronisée tirant à travers le plan de l'hélice. La cadence de tir combinée d'un tel appareil dépasse 7000 coups par minute en salve groupée. Aucun des adversaires présents dans le ciel espagnol ne dispose de quoi que ce soit de comparable. Les pilotes des forces franquistes qui croisent ce chasseur dans un duel rapproché découvrent très vite une réalité simple. Entrer dans le cône de feu d'un I-16 équipé de 4 mitrailleuses, c'est traverser une grêle de métal à laquelle aucun avion léger ne résiste plus de quelques dixièmes de seconde. Mais l'Espagne révèle aussi autre chose, quelque chose que les essais en usine ne pouvaient pas prévoir. Une partie des lots de cartouches livrés aux unités républicaines présente des écarts par rapport aux tolérances de fabrication. Les étuis sont légèrement hors cote. La fixation des amorces manque parfois de solidité. Et le mécanisme d'alimentation à phases successives, qui fonctionne de façon irréprochable avec des munitions conformes aux normes, tolère beaucoup moins bien les cartouches défectueuses qu'une mitrailleuse d'infanterie classique à cycle plus lent. Les incidents se produisent, et ils se produisent au pire moment, en plein engagement. Les techniciens soviétiques dépêchés en Espagne consignent chaque incident avec soin. Leur rapport ne conclut pas à une défaillance de la mitrailleuse elle-même, mais à un problème de production des munitions.
Cette distinction, pourtant fondamentale, disparaît dans les comptes rendus de terrain rédigés à la hâte par des pilotes et des mécaniciens qui ne font pas la différence entre une arme qui grippe et une cartouche mal fabriquée. Le résultat pratique est le même, un incident de tir en plein combat, mais les causes et les remèdes sont radicalement différents. La confusion entre les deux alimente, dès ses premiers mois de combat, une réputation d'instabilité qui n'a pas de fondement technique solide. Les autorités soviétiques prennent la mesure du problème dès 1937. Les spécifications de fabrication des cartouches aéronautiques sont resserrées, les contrôles de qualité renforcés. Les lots défectueux sont retirés de la chaîne d'approvisionnement. Dans les unités qui reçoivent les nouvelles munitions conformes, les incidents chutent de façon spectaculaire. Mais cette correction silencieuse n'efface pas les rapports déjà rédigés, et ces rapports continueront à circuler longtemps après que le problème a été résolu. L'hiver 1939 impose une autre série d'épreuves, d'une nature entièrement différente. Lorsque l'armée soviétique attaque la Finlande en novembre, les températures sur l'isthme de Carélie plongent à des niveaux que peu de matériel militaire au monde ont été conçus pour affronter. Moins 35, moins 40 degrés. À ces températures, la graisse standard utilisée pour les mécanismes d'armes se transforme littéralement en colle épaisse. Les pièces mobiles, ajustées avec précision pour fonctionner avec un jeu minimal, se retrouvent freinées par une résistance que personne n'avait anticipée. La mitrailleuse qui sort d'un hangar chauffé et monte à 3000 mètres d'altitude par moins 35 degrés extérieurs se retrouve dans des conditions que les ingénieurs de Tula n'avaient pas intégrées à leur cahier des charges initial. Il faut le dire clairement, la mitrailleuse Chaka-AS n'est pas la seule arme à souffrir de ces conditions. La mitrailleuse 17 allemande, version aérienne conçue pour équiper les chasseurs de la Luftwaffe, connaît exactement les mêmes problèmes sur le front de l'Est 2 hivers plus tard. Les Browning britanniques, montés sur les appareils patrouillant les convois du Nord, nécessitent des procédures spéciales de préparation au froid qui prennent du temps et ne garantissent pas un fonctionnement parfait. La différence entre ces cas et celui du Chaka-AS, ce n'est pas la réalité technique, c'est la disponibilité des archives. Les rapports soviétiques sur la campagne de Finlande ont été conservés, catalogués et sont accessibles aux historiens. Les documents britanniques et allemands équivalents restent soit classifiés, soit tout simplement négligés par des chercheurs qui n'y cherchent pas de confirmation à une thèse préétablie. La solution est trouvée sans modifier une seule pièce du mécanisme. On adopte une graisse aéronautique spéciale à très bas point de congélation, formulée pour rester fluide à moins 40 degrés. On instaure une procédure de préchauffage des armes avant le décollage. Ces 2 mesures suffisent à faire disparaître presque totalement les incidents liés au froid des comptes rendus opérationnels. Mais les rapports de l'hiver 1939, eux, restent dans les dossiers. Et ce sont ces rapports, sortis de tout contexte, qui alimenteront pendant des décennies l'image d'une arme capricieuse. À l'été 1941, lorsque la guerre frappe l'Union soviétique de plein fouet, la mitrailleuse Chaka-AS équipe la grande majorité des avions de combat soviétiques. Le bombardier DB-3 la porte en affût de tourelle. Le chasseur I-16, dans ses nombreuses versions, l'embarque en configuration de 2 ou 4 exemplaires. Les appareils d'entraînement au combat, les avions de reconnaissance, les bombardiers légers, partout où une mitrailleuse légère de calibre standard est nécessaire, c'est le Chaka-AS que l'on trouve. La mitrailleuse d'Arne française de 1931, que beaucoup considèrent comme le concurrent conceptuel le plus proche du Chaka-AS, présente un défaut rédhibitoire pour un usage synchronisé. Elle tire à partir d'une culasse ouverte. Pour une installation en tourelle ou en aile, c'est encore acceptable. Mais pour tirer à travers le plan de l'hélice, la culasse ouverte introduit un délai imprévisible entre la pression sur la détente et le départ du coup. Le synchronisateur ne peut pas tenir compte de ce délai de façon fiable, et le risque de perforer sa propre hélice devient tout à fait réel. Le Chaka-AS, avec sa culasse fermée, ne connaît pas ce problème et fonctionne de façon identiquement sûre dans toutes les configurations d'installation. La mitrailleuse 17 allemande atteint environ 1160 coups par minute, une arme solide, bien maîtrisée en production. Mais 1160 contre 1800, l'écart est considérable. En 1 seconde de tir précis, le modèle allemand expédie environ 19 cartouches. Le Chaka-AS en envoie 30. Dans un engagement où le temps de contact utile se mesure en dixièmes de seconde, cette différence détermine directement
la probabilité de toucher l'adversaire. Les ingénieurs allemands ont conscience du retard et commencent à se tourner vers des systèmes plus rapides dès 1942. Mais la mitrailleuse 17 reste en service sur de nombreux appareils jusqu'à la fin du conflit. Les Britanniques ont fait un choix différent. Plutôt que de rechercher la cadence maximale sur un seul tube, ils misent sur la multiplication des tubes. Le Hawker Hurricane, dans sa version à 8 mitrailleuses Browning, développe théoriquement plus de 7000 coups par minute en salve. Mais cette configuration recèle un piège. 8 mécanismes, c'est 8 sources potentielles d'incidents. En conditions opérationnelles réelles, un ou deux des 8 grippent presque systématiquement. De surcroît, les mitrailleuses d'ailes du Hurricane sont réparties sur l'envergure, et la convergence de leur feu n'est optimale qu'à une distance précisément réglée. Au-delà ou en deçà, la densité des impacts chute brutalement. Le Chaka AS en version synchronisée tire exactement dans l'axe de vol, quelle que soit la distance. En 1942, une bataille d'un genre particulier se livre dans les bureaux de Moscou. Une bataille sans armes, sans uniforme, mais avec des enjeux tout aussi réels que ceux du front. Dans les couloirs des directions techniques de l'aviation militaire soviétique, le destin du Chaka AS se joue non pas sur ses performances réelles, mais sur la façon dont ces performances sont présentées, interprétées et parfois délibérément déformées. Le contexte est celui de la concurrence entre bureaux d'études. Dans le système industriel soviétique des années 30 et 40, les ateliers de conception se disputent les crédits, les capacités de production et l'attention du commandement militaire avec une férocité que peu d'observateurs extérieurs imaginent. Le succès d'un projet signifie concrètement la réduction des ressources allouées à un autre. Dans cet environnement, la réputation d'une arme est un actif aussi précieux que ses caractéristiques techniques. Et une réputation peut se construire, se nuancer ou se détruire à travers le choix des conditions d'essai, la sélection des données publiées dans les rapports et le silence soigneusement entretenu sur d'autres données. C'est dans ce contexte qu'il faut lire l'épisode des 200 cartouches en une seule rafale, l'argument le plus souvent cité par ceux qui présentent le Chaka AS comme une arme peu fiable. Le raisonnement est simple en apparence. Si la mitrailleuse ne peut pas tirer 200 cartouches d'affilée sans incident, elle est peu fiable. Mais derrière cette apparente simplicité se cache une absurdité tactique complète. À 1800 coups par minute, une rafale de 200 cartouches dure exactement 6 secondes et demie. Or, les instructions de combat de la chasse soviétique en vigueur pendant la Seconde Guerre mondiale définissent 3 types de rafales. La courte, d'une demi-seconde, la moyenne, d'une seconde, la longue, d'une seconde et demie au maximum. Une rafale longue du Chaka AS délivre environ 45 cartouches. C'est le plafond tactique. Au-delà, la cible a depuis longtemps quitté la zone de tir et le pilote a consommé des munitions pour rien. Exiger une rafale de 6 secondes et demie, c'est exiger quelque chose qui n'a aucune existence dans le combat aérien réel. Aucun pilote, dans aucune armée du monde, ne maintient son tir pendant 6 secondes sur une cible en mouvement. Ce serait une faute tactique grossière, pas une démonstration de puissance de feu. Ce qui rend cet épisode particulièrement révélateur, c'est l'absence de toute exigence comparable dans les protocoles d'essai des autres armes soviétiques de la même période. La mitrailleuse lourde UB, mitrailleuse aéronautique de calibre 12,7 mm, adoptée en 1941, n'a jamais été soumise à un test de rafale continu de 200 cartouches dans les documents d'essai connus. Le canon Shavaka, canon automatique de 20 mm développé par Shpitalny et Vladimirov, n'a pas davantage subi cette épreuve. La condition a été formulée spécifiquement pour le Chaka AS, précisément à la période où la question de son maintien en service fait l'objet de discussions animées dans les directions techniques. Celui qui a rédigé cette condition connaissait la réponse avant même de poser la question. Pour mesurer ce que cette exigence représente réellement, il suffit de regarder ce qui s'est passé lors des essais britanniques de la mitrailleuse Browning américaine en 1939. Les techniciens britanniques ont tenté de tirer 200 cartouches en rafale continue et la mitrailleuse est sortie de l'essai avec des dommages mécaniques. Pas un simple incident de tir, une panne franche. Cet événement est soigneusement consigné dans les archives d'essais britanniques. Pourtant, personne n'a jamais qualifié le Browning d'arme peu fiable à cause de cet épisode. La sélection des faits qu'on retient et de ceux qu'on oublie
est elle aussi une forme d'argumentation. Boris Gavrilovitch Pitalny se trouve alors dans une position inconfortable. Il est le créateur du Chaka-AS, et il a donc tout intérêt à défendre son œuvre. Mais dans le même temps, son bureau d'études travaille activement sur des systèmes de calibre plus lourd, parce qu'il comprend, comme tous ses collègues sérieux, que l'avenir de l'armement aérien passe par des projectiles plus destructeurs. Cette position ambiguë lui attire des critiques des deux côtés. Ceux qui veulent conserver le Chaka-AS lui reprochent de ne pas le défendre avec assez de vigueur, et ceux qui veulent le remplacer lui reprochent de s'accrocher à un projet dépassé. Ses concurrents directs dans les bureaux d'études voisins ne manquent pas d'exploiter cette double vulnérabilité. C'est dans ce climat que la comparaison avec les matériels capturés à l'ennemi prend toute sa valeur, parce qu'elle est, elle, objectivement vérifiable. En 1937, après les premiers combats d'Espagne, les techniciens soviétiques mettent la main sur des exemplaires de la mitrailleuse 17 allemande récupérés sur des appareils abattus ou capturés. L'arme est démontée, analysée dans ses moindres détails, puis soumise à des essais comparatifs dans des conditions identiques. Les conclusions sont consignées dans des rapports techniques qui ne laissent guère de place à l'interprétation. En cadence de tir, le Chaka-AS dépasse le modèle allemand de plus de 50%. En fiabilité, avec des munitions conformes aux normes et un entretien correct, les deux armes se situent à un niveau comparable. En masse, la mitrailleuse soviétique est plus légère. Ces données entrent dans les archives techniques et n'en ressortent pas, parce que ce sont des informations militaires classifiées qui n'ont aucune raison d'être divulguées. L'adversaire, de son côté, procède au même exercice dans l'autre sens. Les premiers mois de la guerre à l'Est livrent au service technique allemand une quantité importante de matériel soviétique capturé ou récupéré sur des appareils abattus, dont de nombreux Chaka-AS en état de fonctionnement. Les ingénieurs allemands examinent le mécanisme d'alimentation à phases successives avec un intérêt évident. Cette solution n'existe nulle part dans l'armement aérien allemand. La cadence de tir impressionne. Les archives techniques allemandes conservent des traces de tentatives d'adaptation de certains principes constructifs, sans toutefois aboutir à une copie directe, l'industrie aéronautique allemande étant à ce moment engagée dans une montée en calibre qui rend peu pertinent un investissement dans une nouvelle mitrailleuse de calibre standard. Les Finlandais, qui ont récupéré des Chaka-AS lors de la campagne de 1939 et 40, en font un usage qui parle de lui-même. Une partie des exemplaires capturés est installée dans des affûts défensifs fixes sur des positions fortifiées. On n'installe pas dans ses propres défenses une arme qu'on juge peu fiable. Le choix des Finlandais est un jugement technique pragmatique. La cadence de tir est exceptionnelle, l'arme est dangereuse et avec des munitions correctes et un entretien rigoureux, elle fonctionne. Ce verdict, formulé par un adversaire direct sur la base d'une expérience opérationnelle réelle, pèse infiniment plus lourd que les protocoles d'essai rédigés dans des bureaux moscovites par des gens qui n'ont jamais piloté un chasseur. Ce que révèle cette guerre dans l'ombre, c'est une vérité plus large sur la façon dont la réputation des armes se construit et se détruit. Les batailles de bureau ne produisent pas de morts, mais elles produisent des archives, et les archives survivent au combat. Les documents biaisés, les conditions d'essai délibérément absurdes, les rapports qui confondent le défaut de l'arme et le défaut de la cartouche, tout cela se retrouve des décennies plus tard dans les bibliothèques et les fonds d'archives, prêts à être cités par quiconque cherche une confirmation à une idée reçue. Perdre une réputation sans jamais perdre une bataille, c'est précisément ce que les adversaires du Chaka-AS ont failli réussir. À l'été 1943, la guerre à l'Est entre dans une phase nouvelle. Les grandes offensives blindées allemandes ont échoué à Koursk et l'initiative stratégique bascule définitivement du côté soviétique. Dans ce contexte, l'aviation d'assaut soviétique, et avec elle l'Ilyushin II, l'avion blindé qui constitue l'épine dorsale de cette force, joue un rôle qui dépasse largement ce qu'on attendait d'elle en 1941. Et dans les ailes de cet appareil, la mitrailleuse Chaka-AS continue de faire son travail avec une régularité que ses détracteurs préfèrent ne pas mentionner. L'Ilyushin II est une machine conçue autour d'une idée simple et brutale: survivre à des altitudes très basses, au-dessus d'un champ de bataille saturé de feu et infliger un maximum de dégâts à tout ce qui se trouve en dessous. Sa cellule intègre une baignoire blindée en acier qui protège le pilote, le moteur et les réservoirs.
Son armement combine des canons, des roquettes, des bombes et, dans les ailes, des mitrailleuses Chaka-AS chargées de traiter les cibles que les systèmes plus lourds ne peuvent pas atteindre efficacement. La procédure d'attaque standard d'une colonne motorisée ennemie se déroule en plusieurs passes distinctes. La première passe engage les véhicules blindés avec les roquettes et les bombes. La deuxième passe, en vol rasant le long de l'axe de la colonne, combine les canons contre les véhicules encore en état et les mitrailleuses d'ailes contre l'infanterie dispersée sur les côtés de la route. C'est dans cette deuxième passe que le Chaka-AS révèle pourquoi il est irremplaçable dans cette configuration précise. L'infanterie qui abandonne les véhicules en feu et se disperse dans les fossés, les champs et les lisières de forêt représente une cible dispersée, en mouvement rapide, présentant une surface minimale. Contre ce type de cible, la puissance de chaque projectile individuel compte moins que la densité du feu dans le temps. Un canon de 20 mm tire un obus dont le pouvoir destructeur est sans comparaison, mais sa cadence limitée signifie que chaque coup doit être placé avec précision sur un homme qui court et qui zigzague. Une mitrailleuse de calibre 7,62 mm à 1800 coups par minute transforme le même intervalle de temps en un rideau de feu continu qui couvre une surface bien plus large. La précision individuelle devient secondaire, c'est la saturation de l'espace qui fait le travail. C'est ici que l'argument du poids devient absolument central, et c'est ici que les partisans du remplacement immédiat du Chaka-AS par des systèmes plus lourds se heurtent à une arithmétique qu'on ne peut pas contester. 1000 cartouches de calibre 7,62 mm pèsent d'environ 22 kg. 1000 cartouches de calibre 12,7 mm, celui de la mitrailleuse lourde UB qui figure au centre du débat, pèse environ 125 kg. Pour un appareil qui emporte déjà plusieurs centaines de kilogrammes de blindage, de bombes et de roquettes, cette différence de plus de 100 kg par 1000 cartouches n'est pas une donnée abstraite. Elle se traduit directement en réduction de rayon d'action, en dégradation de maniabilité et en allongement du temps de montée. Autant de facteurs qui, dans le combat à basse altitude, peuvent coûter la vie à l'équipage. Les partisans du maintien du Chaka-AS dans cette configuration avancent des chiffres précis. 2 mitrailleuses Chaka-AS avec un approvisionnement total de 2000 cartouches pèsent d'à peu près autant qu'une seule mitrailleuse UB avec 500 cartouches. Mais les deux Chaka-AS délivrent 4 fois plus de coups pour le même poids embarqué. Contre l'infanterie non blindée et les véhicules légers, qui représentent la grande majorité des cibles d'une colonne motorisée en déroute, ce rapport est décisif. Le débat entre les deux camps n'est donc pas un débat entre une bonne arme et une mauvaise arme, c'est un débat entre deux armes conçues pour des tâches différentes, et l'erreur des partisans du remplacement intégral est de vouloir imposer une solution unique à des problèmes qui ne sont pas identiques. La guerre résout finalement la question sans qu'aucun décret n'ait besoin de la trancher. Sur les appareils destinés à l'escorte rapprochée et au combat aérien défensif, les systèmes lourds s'imposent naturellement, parce que l'adversaire est un avion blindé et rapide et qu'il faut le neutraliser avec certitude au premier passage. Sur les versions de l'Ilyushin 2, affectées au travail au sol contre des cibles légères, les mitrailleuses d'ailes de calibre standard restent en place parce qu'elles font ce travail mieux et plus économiquement que n'importe quelle alternative disponible. Cette division organique des rôles n'est inscrite dans aucun document officiel de la période. Elle se lit dans les listes de dotation en armement des unités opérationnelles qui varient en fonction de la mission assignée à chaque régiment. À l'automne 1944, sur les routes de Pologne et des pays baltes jonchés de matériel en retraite, les équipages de l'Ilyushin 2 mènent des missions d'interdiction qui durent plusieurs heures et impliquent de multiples passes sur les mêmes axes routiers. Dans ces conditions, la fiabilité dans la durée compte autant que la puissance instantanée. Les mécaniciens de campagne qui entretiennent les appareils dans des conditions loin d'être idéales, terrain boueux, froid revenant, pièces de rechange limitées, notent dans leur carnet de bord une arme qui, entretenue correctement avec les bonnes munitions, ne leur crée pas de problème particulier. Ces observations n'ont pas la visibilité des rapports de commission, mais elles reflètent la réalité quotidienne de l'utilisation opérationnelle. Boris Gavrilovitch Spitalny, qui suit l'évolution du conflit depuis ses bureaux moscovites, se trouve à ce moment dans une position paradoxale. Son œuvre la plus connue continue de voler et de tirer sur deux fronts simultanément, le front des combats réels
et le front des discussions d'état-major. Mais son bureau d'études est désormais principalement mobilisé sur d'autres projets, et la défense publique du Chaka-AS n'est plus sa priorité immédiate. Les résultats dans les rapports de mission, la réticence des équipages à voir l'arme remplacée dans les configurations où elle fonctionne, et l'absence de toute alternative offrant le même rapport entre poids embarqué et volume de feu. Tout cela plaide pour elle sans qu'il soit nécessaire d'intervenir. Ce qui se joue dans ces mois de 1943 et 1944 dépasse la simple question du calibre. C'est une leçon d'économie militaire que peu de théoriciens de l'armement ont formulée aussi clairement que la réalité opérationnelle de l'aviation d'assaut soviétique. Une arme n'a pas à être universelle pour être indispensable. Elle doit simplement faire mieux que tout ce qui existe dans le domaine précis pour lequel elle a été conçue. Sur les routes en feu de l'Ukraine et de la Biélorussie, à 300 mètres d'altitude et à 300 km/h, le Chaka-AS répond encore à cette définition avec une précision que ses adversaires des bureaux moscovites n'ont jamais réussi à contester par les faits. Le 8 mai 1945, les cloches sonnent dans toute l'Europe libérée. Mais dans les entrepôts des bases aériennes soviétiques, la routine continue sans interruption. Les armuriers font l'inventaire, les mécaniciens consignent l'état des appareils et les chaînes de production de munitions tournent encore. Parmi les cartouches dont on commande de nouveaux lots en 1945, puis en 1946, puis en 1947, figurent les cartouches aéronautiques spéciales conçues exclusivement pour le Chaka-AS. En 1948, les usines soviétiques en produisent encore des séries entières. Pas de l'écoulement de stocks existants, mais de la fabrication neuve. C'est un fait logistique banal, mais qui dit tout. On ne fabrique pas de nouvelles munitions pour une arme qu'on considère morte. Les raisons de ce maintien en service prolongé sont multiples, et aucune d'elles ne relève de la nostalgie ou de l'inertie administrative. Dans les années qui suivent la victoire, l'Union soviétique reconstruit un pays dévasté par 4 ans de guerre totale. Chaque rouble dépensé doit se justifier. Retirer du service tous les appareils équipés de Chaka-AS simultanément aurait signifié un vide béant dans la formation des équipages et des mécaniciens, et des dépenses de réarmement massives à un moment où les priorités sont ailleurs. Il est infiniment plus rationnel de continuer à exploiter ce qui vole déjà et fonctionne déjà en maintenant les chaînes d'approvisionnement en munitions opérationnelles, plutôt que de précipiter une transition qui n'apporte aucun avantage opérationnel immédiat. Il existe aussi une raison pédagogique que les spécialistes de la période mentionnent rarement. Le Chaka-AS est une arme exigeante. Son mécanisme d'alimentation à phases successives ne pardonne pas les négligences d'entretien ni les munitions hors tolérance. Pour un jeune armurier ou un mécanicien en formation, travailler sur cette mitrailleuse est une école de rigueur que peu d'autres armes peuvent offrir au même degré. Les unités d'entraînement qui la conservent en dotation ne le font pas par attachement sentimental. Elles la gardent parce qu'elle forme des techniciens plus rigoureux que n'importe quel autre système disponible à ce moment. La troisième raison est celle dont on parle le moins, et pourtant c'est peut-être la plus déterminante. Dès 1945, les analystes militaires soviétiques observent avec une attention soutenue l'émergence de l'aviation à réaction. Les vitesses de combat potentielles des futurs chasseurs remettent en cause l'ensemble des doctrines d'emploi de l'armement aérien. Dans ce contexte d'incertitude radicale, se précipiter pour remplacer des systèmes éprouvés par des solutions nouvelles dont les paramètres opérationnels ne sont pas encore définis serait une imprudence. Le Chaka-AS reste donc en dotation comme partie d'un arsenal de transition en attendant que les nouvelles exigences soient suffisamment claires pour justifier des choix définitifs. Ce sont précisément ces appareils de transition, des chasseurs à piston équipés d'armements de guerre, confiés à des forces alliées, qui donnent au Chaka-AS son dernier chapitre de combat. En juin 1950, lorsque la guerre de Corée éclate, certains appareils transférés à des forces alliées de l'Union soviétique embarquent encore des mitrailleuses Chaka-AS en affût de tourelles. Ce sont des machines dépassées face à des adversaires qui volent désormais en réaction. Le duel est inégal dès le premier jour. Une mitrailleuse de calibre 7,62 mm à 1800 coups par minute est une arme redoutable contre un bombardier à piston de 1940.
Face à un chasseur à réaction qui approche à 900 km/h, le rapport de force est d'une autre nature. Cet épisode coréen ressemble moins à un chapitre de combat qu'à un épilogue. La mitrailleuse ne quitte pas la scène en vainqueur, mais elle ne quitte pas non plus la scène en courant. Elle s'efface simplement, comme s'effacent toutes les armes quand le monde autour d'elle change plus vite qu'elles ne peuvent s'y adapter. Le retrait officiel du service actif se fait sans cérémonie. Pas de décret tonitruant, pas d'acte de radiation solennellement daté et signé. La mitrailleuse disparaît progressivement des listes de dotation. D'abord des unités de première ligne, puis des formations de réserve, puis des stocks tampons. Personne ne juge utile de marquer l'occasion. Les armes qui ont bien fait leur travail n'ont généralement pas droit aux funérailles que méritent les héros. On les range, on les nettoie une dernière fois et on passe à autre chose. Boris Gavrilovitch Shpitalny quitte la direction de son bureau d'études en 1953 pour rejoindre les bancs de l'université. Il devient professeur à l'Institut moscovite des ingénieurs en géodésie, photogrammétrie et cartographie. C'est une reconversion qui peut surprendre, mais qui reflète une réalité commune à toute une génération de concepteurs d'armes. La révolution du réacteur redessine les frontières du possible à une vitesse qui laisse peu de place aux méthodes et aux intuitions forgées dans l'ère du piston. Les nouveaux défis appartiennent à de nouveaux ingénieurs. Shpitalny le comprend et il choisit la transmission plutôt que l'obstination. Il s'éteint le 6 février 1972 à Moscou après avoir vu naître l'ère des missiles guidés, le moment où le canon aérien lui-même est relégué au rang d'armement secondaire. Irinar Andreevitch Komaritsky, dont le nom figure en deuxième position dans le sigle de la mitrailleuse, reste dans l'ombre de son partenaire jusqu'à la fin. C'est le destin ordinaire des tandems de concepteurs. L'un incarne le projet publiquement, l'autre vit dans les documents techniques. Pourtant, c'est la contribution de Komaritsky à la mise au point du mécanisme d'alimentation, ce système de positions intermédiaires successives qui constitue le cœur de l'innovation, qui différencie fondamentalement le Chaka-AS de tous ses contemporains. Les spécialistes qui ont étudié la construction de près le savent, les archives le confirment. Le grand public, lui, retient le nom de Shpitalny. Aujourd'hui, les derniers exemplaires du Chaka-AS dorment dans les musées militaires russes, leur couvercle de boîtier de culasse relevé pour laisser voir le mécanisme intérieur. Ce mécanisme, ces positions intermédiaires soigneusement calculées, ces maillons de bande modifiés, cet angle d'alimentation corrigé après les premiers échecs, est la réponse concrète à une question que personne dans le monde entier ne savait résoudre en 1930. Comment faire tirer une mitrailleuse à 1800 coups par minute sans la détruire elle-même et sans déformer les cartouches avant même le tir? La réponse, trouvée par deux ingénieurs soviétiques dans un atelier de Toula, n'a été égalée par aucun pays avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. 34 coups par seconde, 20 ans de service, des munitions fabriquées 3 ans après la victoire. Et pas une seule armée au monde capable de proposer quelque chose de comparable en 1932. Le mythe de la mitrailleuse soviétique peu fiable a survécu à la guerre, aux archives et aux témoignages des pilotes qui l'ont utilisé au combat. Il survit encore aujourd'hui, nourri par des protocoles d'essais biaisés et des rapports hivernaux dont on oublie soigneusement le contexte. Mais les faits, eux, ne bougent pas. L'adversaire l'a installé dans ses fortifications. Des appareils alliés l'ont emporté jusqu'en Corée. Et les musées qui la conservent prennent soin de la maintenir en état, graissée, réglée, culasse relevée, comme si elle attendait encore une cartouche qui ne viendra plus. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cette histoire sur l'Arsenal de l'Histoire. Si ce récit vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas, laissez un commentaire en dessous, nous lisons tout. Un like et un abonnement nous permettent de continuer à raconter ces histoires que les manuels oublient.